Bonsoir, cher auditeur, et bienvenue dans notre havre de paix historique. Alors que le monde moderne continue sa course effrénée autour de vous, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer doucement les yeux et à entreprendre avec moi un voyage apaisant vers les brumes du Moyen-Âge. Ce soir, nous explorerons ensemble les réalités oubliées des femmes médiévales, ces âmes résilientes dont les histoires méritent d'être racontées. Cette narration historique est conçue pour vous offrir un moment de calme et de réflexion, peut-être même pour vous accompagner vers un sommeil paisible, bercé par les échos du passé. Laissez les tensions de votre journée s'évaporer, tandis que nous remontons le temps ensemble. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir et à quel moment de la journée vous avez choisi de vous plonger dans cette histoire. Partagez-le en commentaire, car j'apprécie toujours de découvrir comment notre communauté d'amateurs d'histoire se rassemble à travers le temps et l'espace. Si ces voyages dans le temps vous apportent sérénité et connaissance, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations historiques. Chaque semaine, nous partons ensemble à la découverte de nouveaux horizons du passé. Maintenant, fermez les yeux et laissez-vous porter. Les bruits de notre époque s'estompent peu à peu. Le bourdonnement des appareils électroniques, le vrombissement des voitures, tout s'évanouit. À leur place s'élèvent les sons d'un monde plus ancien. Le chant du coq à l'aube, le craquement du bois dans l'âtre et le murmure du vent dans les champs de blé médiévaux. L'aube se levait à peine sur le petit village de Mirefleurs, niché au creux d'une vallée française du XIIIe siècle. Dans deux maisons que tout séparait, deux cris de nouveau-nés s'élevèrent presque simultanément. Le premier résonnait dans l'humble chaumière de Thomas le fermier, où sa femme Jeanne venait de donner naissance à leur troisième enfant. Une fille, annonça la sage-femme d'un ton neutre, tandis que Thomas hochait la tête avec une expression mêlée de déception et de résignation. « Nous l'appellerons Isabelle », murmura Jeanne, épuisée mais déterminée à chérir cet enfant que son mari considérait déjà comme une bouche supplémentaire à nourrir sans la promesse de bras robustes pour travailler la terre. À moins d'une lieue de là, dans la chambre richement tapissée du château surplombant le village, Dame Éléonore, épouse du seigneur Guillaume de Hauteclère, mettait également au monde une fille. « Une demoiselle, monseigneur », annonça la sage-femme avec déférence au noble qui attendait dans la pièce adjacente. Le seigneur fronça les sourcils un instant, un fils aurait assuré sa lignée, mais se ressaisit rapidement. Elle sera Mathilde de Hauteclère, et par son mariage, elle forgera une alliance qui renforcera notre maison, déclara-t-il avec assurance, calculant déjà les avantages politiques que pourrait apporter cette naissance. Ainsi commençaient deux vies féminines dans la France médiévale, séparées par les murs infranchissables de la condition sociale, mais unies par un même destin, celui d'être avant tout des monnaies d'échange dans un monde façonné par et pour les hommes. Pour Isabelle comme pour Mathilde, leur valeur ne résidait pas dans leurs aspirations ou leurs talents, mais dans ce qu'elles pourraient apporter à leurs familles respectives. Les années passèrent, et les différences entre les deux filles devinrent aussi évidentes que prévisibles. À 7 ans, Isabelle suivait déjà sa mère partout, apprenant les innombrables tâches qui définiraient son existence. Filer la laine, pétrir le pain, soigner les poules, ramasser les œufs, cueillir les herbes médicinales et aider aux champs pendant les moissons. Une bonne épouse doit savoir tout faire sans se plaindre, lui répétait sa mère, en lui montrant comment tordre le linge pour en extraire l'eau. Et garde-toi pure, car c'est ta seule richesse pour attirer un mari convenable. Les mains d'Isabelle, autrefois potelées et roses, commençaient déjà à se durcir et à se crevasser sous l'effet du travail constant et du froid mordant des hivers. Au château, Mathilde apprenait des leçons bien différentes, mais tout aussi restrictives. Une dame ne court pas, la réprimandait sa gouvernante en ajustant sa posture. Tenez-vous droite, baissez les yeux en présence des hommes,
parlez doucement et uniquement lorsqu'on vous y invite. Sous la supervision stricte de sa mère et des femmes de la maisonnée, elle apprenait à broder finement, à jouer du luth avec grâce, à danser avec retenue, et à réciter quelques prières en latin sans nécessairement en comprendre le sens. Ces accomplissements n'avaient qu'un seul but, faire d'elle une épouse désirable pour un noble de rang égal ou supérieur. À 12 ans, le père d'Isabelle commença à parler ouvertement de sa dot. Nous pourrons lui donner une vache, quelques poules, et peut-être un coffre avec 2 robes, calculait-il avec sa femme un soir, comme si leur fille n'était pas assise dans le même espace exigu de leur chaumière. Le fils du meunier pourrait être intéressé. Il a besoin d'une femme robuste qui ne craigne pas le travail. Isabelle sentit son cœur se serrer. Elle avait vu le fils du meunier, un garçon trapu de 20 ans, au visage marqué par la petite vérole et connu pour sa rudesse. Mais elle savait aussi qu'elle n'aurait pas son mot à dire. Une fille qui refuse un bon parti attire la malchance sur sa famille, disait-on dans le village. Au même moment, dans la grande salle du château, le seigneur de Haute-Claire recevait un émissaire du comte de Beauvais. Mon maître a entendu parler de la beauté et des vertus de votre fille, déclarait l'homme avec cérémonie. Il propose une alliance entre nos maisons par le mariage de son fils aîné avec demoiselle Mathilde. La dot serait de 300 acres de terres fertiles à la frontière de vos domaines. Le père de Mathilde dissimula sa satisfaction. Le comte de Beauvais était puissant, et cette alliance renforcerait considérablement sa position. Dites à votre maître que sa proposition m'honore. Nous discuterons des détails du contrat de mariage avant les vendanges. Ce soir-là, Dame Éléonore informa sa fille de 13 ans de son destin imminent. Vous épouserez Gauthier de Beauvais au printemps prochain. C'est un grand honneur pour vous et pour notre maison. Mathilde pâlit légèrement. Elle avait entendu que son futur époux avait 35 ans et avait déjà enterré 2 épouses mortes en couches, mais elle inclina docilement la tête. « Oui, ma mère, je ferai honneur à notre nom. » Dans le silence de sa chambre, plus tard, elle laissa couler quelques larmes silencieuses, seule expression de révolte qu'elle pouvait se permettre. L'éducation des 2 jeunes filles reflétait parfaitement leur place assignée dans la société. Pour Isabelle, les rares moments d'instruction venaient du prêtre du village qui, après la messe dominicale, enseignait sommairement les principes de la foi chrétienne. La femme doit obéissance à son mari comme l'Église obéit au Christ, martelait-il, citant les Écritures. Ève a causé la chute de l'humanité par sa faiblesse face à la tentation. Vous devez donc toutes expier ce péché originel par la soumission et la souffrance. Isabelle écoutait, les yeux baissés, absorbant ces vérités qui semblaient aussi inébranlables que le cycle des saisons. Mathilde, privilégiée par sa naissance, recevait les enseignements d'un chapelain qui lui apprenait à lire les textes sacrés et quelques ouvrages de dévotion approuvés pour les femmes nobles. La lecture des romans de chevalerie ou des poèmes d'amour courtois n'est pas convenable pour une jeune fille vertueuse. L'avertissait-il en confisquant un manuscrit qu'une de ses suivantes lui avait prêté en secret. Ces histoires éveillent des passions dangereuses qui détournent la femme de ses devoirs sacrés d'épouse et de mère. La jeune fille acquiesçait, mais gardait précieusement dans sa mémoire les quelques vers qu'elle avait réussi à lire, comme un trésor interdit. À la veille de leur mariage respectif, Isabelle et Mathilde partageaient, malgré l'abîme social qui les séparait, une même réalité, celle d'être des objets de transaction dans une société où leur corps, leur fertilité et leur obéissance constituaient leur seule valeur. Elles n'avaient pas choisi leur destin, pas plus qu'elles ne pourraient choisir combien d'enfants elles porteraient, combien survivraient, ou si elles-mêmes survivraient aux dangers répétés de l'enfantement. Leur vie était tracée selon des lignes invisibles mais inflexibles, dessinées bien avant leur naissance par les structures immuables d'un monde
où être née femme signifiait porter des chaînes que personne ne voyait, mais que toutes ressentaient. Les premières douleurs vinrent pour Isabelle moins d'1 an après ses noces. À 14 ans, son ventre s'était arrondi rapidement. Trop rapidement peut-être pour son corps encore en formation. Prie la Sainte Vierge, ma fille, lui conseilla sa mère en préparant les linges qui recueilleraient bientôt le sang et les os. Elle seule comprend ce que nous endurons. Dans la chambre étroite de la chaumière, 3 générations de femmes s'affairaient autour d'Isabelle. Sa mère, sa grand-mère et la vieille Berthe, herboriste du village dont les mains noueuses avaient aidé à mettre au monde plus d'enfants qu'elle ne pouvait compter. À la même saison, dans la chambre d'accouchement du château, Mathilde, à peine plus âgée qu'Isabelle, s'agrippait au drap de lin fin, tandis que son premier enfant tentait de venir au monde depuis 2 jours déjà. « Poussez, madame, poussez encore », ordonnait la sage-femme, pendant que le prêtre récitait des prières dans un coin de la pièce. Les servantes changeaient régulièrement les draps souillés, et la mère de Mathilde, le visage grave, savait que chaque heure qui passait rapprochait sa fille du danger mortel que représentait la fièvre puerpérale. Elle avait déjà vu 3 de ses propres filles mourir ainsi, leur corps épuisé par des naissances trop difficiles. Pour Isabelle, l'accouchement fut rapide mais brutal. Son fils vint au monde au crépuscule, petit mais vivant, tandis qu'elle-même restait entre la vie et la mort pendant 3 jours, son corps déchiré, saignant abondamment. « C'est ainsi pour nous toutes », murmura sa mère en lui épongeant le front. « Tu en porteras d'autres, 6 ou 7 si Dieu le veut, et certains te seront arrachés avant même qu'ils n'apprennent à marcher. » La vieille Berthe préparait des décoctions d'ortie et de sauge pour arrêter les saignements, des remèdes transmis de mère en fille depuis des générations, secrets jalousement gardés que l'Église regardait parfois avec suspicion. Mathilde survécut également, mais son corps ne fut plus jamais le même après cette première épreuve. Son mari, satisfait d'avoir un héritier, revint rapidement dans sa couche dès que les 40 jours de purification furent écoulés. Moins d'1 an plus tard, elle était à nouveau enceinte, puis encore et encore. En 10 ans, elle porta 7 enfants, dont 4 seulement survécurent à leur première année. Chaque grossesse la laissait plus pâle, plus fragile, ses hanches élargies et son ventre marqué de stries blanchâtres témoignant silencieusement des batailles livrées par son corps. Entre les accouchements, ni Isabelle ni Mathilde ne connaissaient le repos. Pour Isabelle, les journées commençaient bien avant l'aube. Son enfant attaché dans le dos, elle s'occupait des bêtes, préparait le repas, filait la laine, travaillait au champ pendant les moissons, ramassait le bois, puisait l'eau au puits. Ses mains, autrefois douces, devinrent rapidement calleuses et crevassées par le froid, l'eau et le travail incessant. « Regarde tes mains », lui dit un jour sa belle-mère, avec un mélange de compassion et de résignation. Elle raconte l'histoire de toutes les femmes de notre condition. Isabelle observa ses doigts déformés, ses ongles cassés, sa peau rougie, et comprit que son corps tout entier se transformait en outil de survie. Au château, les mains de Mathilde restaient plus blanches, mais son corps servait différemment. Superviseur de la maisonnée, elle devait gérer les servantes, organiser les repas, surveiller les réserves, filer et broder pendant des heures. Lorsque son mari recevait, elle devait paraître fraîche et disponible malgré l'épuisement des grossesses répétées. La nuit, elle devait se soumettre aux désirs de son époux, qu'elle soit épuisée ou souffrante. Une dame ne se plaint jamais, lui rappelait constamment sa mère. Notre devoir est de servir Dieu en servant notre époux et en donnant la vie, même si cela doit nous coûter la nôtre. L'hiver de ses 20 ans, Isabelle perdit son 3e enfant avant même qu'il ne naisse. Le sang vint soudainement alors qu'elle portait un lourd fagot de bois. La vieille Berthe fut appelée en urgence, apportant ses herbes et ses prières. « Il y a des moyens d'espacer les naissances », chuchota-t-elle à Isabelle une fois qu'elles furent seules, lui glissant discrètement un petit sachet d'herbes séchées. « Mais garde cela secret.
Les hommes d'Église appellent cela sorcellerie, ce que nous appelons, nous, miséricorde. Isabelle serra le sachet dans sa main, consciente du danger que représentait ce savoir, mais plus consciente encore du danger que représentaient pour elle d'autres grossesses rapprochées. Dans les villages et les châteaux, ces connaissances se transmettaient en secret, de femme à femme. Des remèdes pour soulager les douleurs menstruelles, des cataplasmes pour les seins engorgés, des tisanes pour faciliter ou éviter une conception. Ce savoir, précieux et dangereux, constituait l'une des rares formes de pouvoir accessibles aux femmes. Mais à mesure que l'Église renforçait son contrôle sur les corps et les âmes, ses praticiennes traditionnelles, ces sages-femmes au sens le plus profond du terme, commencèrent à être regardées avec méfiance. Mathilde, lors de sa 6e grossesse, souffrit de convulsions terribles. Le prêtre fut appelé avant la sage-femme, les prières précédant les remèdes. « C'est la volonté de Dieu », déclara-t-il solennellement, tandis que Mathilde se tordait de douleur. Mais lorsqu'il quitta la chambre, la vieille sage-femme du château sortit discrètement de sa poche des feuilles de belladone qu'elle fit infuser. « Buvez, madame, murmura-t-elle. Ceci apaisera les spésimes. Nos mères et nos grands-mères connaissaient ces secrets bien avant que les hommes ne prétendent tout savoir de nos corps. » Mathilde but, et les convulsions s'apaisèrent suffisamment pour qu'elle puisse accoucher d'un enfant mort-né, mais en préservant sa propre vie. Ces femmes guérisseuses marchaient sur un fil de plus en plus ténu. Dans un village voisin de celui d'Isabelle, une herboriste fut accusée de sorcellerie après qu'une jeune épouse eut perdu son enfant. Les murmures se propagèrent. Elle aurait préparé des potions impies, invoqué des forces obscures. Personne ne mentionna les coups que le mari ivrogne avait portés au ventre de sa femme. La guérisseuse fut emprisonnée, interrogée, puis bannie, emportant avec elle un savoir irremplaçable accumulé sur des décennies. Isabelle et Mathilde, comme toutes les femmes de leur temps, vivaient ainsi dans un état de siège permanent. Leur corps, constamment mis à l'épreuve par les grossesses, le travail sans fin, la maladie, la faim parfois. Leurs mains usées et leur ventre marqué témoignaient d'une bataille quotidienne pour la survie. Non seulement la leur, mais celle de leurs enfants, de leurs familles, de leurs communautés entières. Et pourtant, dans ce monde qui les considérait comme des êtres faibles et inférieurs, elles trouvaient la force de transmettre la vie, le savoir et l'espoir, créant entre elles des réseaux invisibles de résistance et de solidarité. Face à ces conditions d'existence impitoyables, certaines femmes trouvaient refuge dans des communautés exclusivement féminines. Au crépuscule d'un jour d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans l'air frais, une silhouette encapuchonnée franchit le portail d'un béguinage à la périphérie d'une ville flamande. C'était Jeanne, une veuve de 30 ans, qui, après avoir enterré son 3e mari et perdu son dernier enfant, avait choisi cette voie alternative. « Soyez la bienvenue parmi nous, ma sœur », lui dit la maîtresse des Béguines, une femme aux yeux clairs et au visage serein, marqué par les années. « Ici, vous ne serez ni épouse ni nonne, mais simplement une femme libre de servir Dieu à sa manière. » Ces béguinages, apparus dès le XIIe siècle dans les Flandres et les régions voisines, offraient un havre de paix unique. Contrairement aux couvents qui exigeaient des dots considérables et des vœux perpétuels, ils accueillaient des femmes de toutes conditions, veuves, célibataires, ou même temporairement celles fuyant des situations familiales difficiles. Elles y vivaient en communauté, travaillant de leurs mains, soignant les malades, éduquant les enfants, tout en menant une vie spirituelle intense mais sans être soumises à la stricte autorité masculine de l'Église. Nous prions, nous travaillons, nous étudions même les textes sacrés, expliqua une béguine à Jeanne, tandis qu'elle lui montrait sa modeste cellule aux murs blanchis à la chaux. Mais surtout, nous décidons de notre propre vie. Dans les villages, d'autres formes de solidarité féminine se tissaient plus discrètement. Isabelle,
maintenant dans sa 25e année et mère de 4 enfants vivants, avait développé une réputation de femme sage. Ce soir-là, à la lueur tremblotante d'une chandelle, elle enseignait à sa fille aînée de 12 ans comment préparer une infusion de sauge et de romarin. « Regarde bien, Margot, » murmura-t-elle en écrasant les herbes séchées entre ses doigts calleux. « Cette connaissance vient de ma mère, qui la tenait de sa mère avant elle. Les hommes ont leurs champs et leurs guerres, mais nous avons nos herbes et nos remèdes. C'est notre pouvoir qu'il faut protéger et transmettre en silence. » Ces savoirs féminins constituaient un patrimoine précieux et dangereux à la fois. Mathilde, dans son château, avait également créé un réseau informel de connaissances. Ayant survécu à 6 accouchements et perdu 3 enfants, elle avait appris auprès d'une vieille servante les secrets des plantes qui soulagent les douleurs, régulent les saignements ou espacent les naissances. « Madame, » chuchota sa chambrière un jour qu'elles étaient seules dans la chambre des herbes, « la femme du forgeron souffre terriblement depuis son dernier accouchement. Pourriez-vous... » « Prépare un panier, » répondit simplement Mathilde. « J'irai la voir après vêpres, quand mon époux sera occupé avec ses hommes. » Ces réseaux d'entraide transcendaient parfois les barrières sociales. Lorsqu'une épidémie de fièvre frappa le village, Mathilde descendit de son château pour aider Isabelle à soigner les malades. Côte à côte, la noble et la paysanne préparaient des cataplasmes, administraient des tisanes et veillaient les mourants. « Comment avez-vous appris tout cela, madame ?» demanda Isabelle, surprise par l'habileté de Mathilde. Celle-ci sourit tristement. « De la même façon que vous, par nécessité. Les femmes de ma famille meurent jeunes aussi, malgré nos privilèges. » Dans certaines villes, des femmes parvenaient même à exercer des métiers normalement réservés aux hommes. Après la grande peste qui décima la population au milieu du XIVe siècle, des veuves reprirent les ateliers de leurs maris défunts. Dans une ruelle étroite de Paris, Adeline, veuve d'un maître enlumineur, dirigeait désormais l'atelier familial, créant des manuscrits d'une beauté exceptionnelle. « On dit que c'est mon apprenti qui réalise ces œuvres », confia-t-elle à une cliente, une riche marchande elle-même veuve et à la tête d'un commerce florissant. « Laissons-les le croire, tant que les commandes continuent d'affluer. » Ces femmes, par leur résistance quotidienne et leur détermination, tissaient lentement une toile de changement. Dans l'ombre des grands événements dominés par les hommes, elles préservaient et transmettaient non seulement des savoirs pratiques, mais aussi une vision différente du monde. Une après-midi, alors qu'Isabelle enseignait à un groupe de jeunes filles comment identifier les plantes médicinales dans la forêt, l'une d'elles demanda « Pourquoi les hommes ne connaissent-ils pas ces choses ?»« Parce qu'ils croient que le pouvoir vient de la force, » répondit Isabelle en cueillant délicatement une fleur de millepertuis. « Nous savons, nous, qu'il vient aussi de la connaissance et de la patience. » Mathilde, de son côté, utilisait sa position pour influencer subtilement son entourage. Lorsque son mari voulut marier leur fille de 12 ans à un seigneur voisin connu pour sa brutalité, elle organisa une résistance silencieuse, mais efficace. « Je crains que notre fille ne soit pas encore prête pour le mariage, monseigneur, » dit-elle doucement lors d'un repas où étaient présents plusieurs ecclésiastiques. « Son corps est frêle, et notre confesseur s'inquiète pour son âme encore enfantine. Ne serait-il pas plus prudent d'attendre qu'elle soit plus forte pour vous donner des petits-fils robustes ?» Elle manipulait habilement les préoccupations masculines pour protéger sa fille, gagnant ainsi 2 précieuses années. L'héritage de ces femmes médiévales s'est transmis à travers les siècles, souvent invisible dans les chroniques officielles, mais profondément ancré dans la culture populaire et les traditions familiales. Leur stratégie de survie, leurs connaissances empiriques, leur solidarité ont façonné les générations suivantes. Quand Margot, la fille d'Isabelle, atteignit l'âge adulte, elle devint à son tour une guérisseuse respectée, mais elle alla plus loin que sa mère. Elle apprit à lire auprès du prêtre du village et commença à consigner par écrit les remèdes traditionnels. « Pourquoi prendre ce risque ?»
lui demanda un jour sa mère inquiète. « Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent, » répondit Margot. « Un jour, peut-être, nos filles pourront apprendre ouvertement ce que nous devons cacher. » La fille de Mathilde, Catherine, mariée à 16 ans mais mieux préparée par sa mère à affronter son destin, introduisit dans son propre foyer des changements subtils. Elle insista pour que ses filles apprennent non seulement la broderie et la musique, mais aussi la lecture, l'arithmétique et les rudiments de la gestion d'un domaine. Mon époux croit que j'obéis simplement aux nouvelles modes de la cour, confia-t-elle à sa mère lors d'une visite. Il ne comprend pas que je prépare mes filles à survivre dans un monde où les hommes meurent souvent jeunes, laissant leurs veuves démunies si elles ne savent pas se défendre par l'esprit. Ainsi, génération après génération, ces femmes ont transmis non seulement des savoirs pratiques, mais aussi une forme de résistance. Leurs petites victoires quotidiennes, leurs adaptations ingénieuses aux contraintes de leur époque ont lentement préparé le terrain pour des changements plus profonds. Comme le disait une vieille béguine à ses jeunes compagnes. Nous sommes comme l'eau qui coule sur la pierre. Un jour semble ne rien changer, mais regardez après 1000 ans. L'eau a creusé la roche la plus dure.